Bonsoir à tous, mon nom est Marie-Lou Cameron, si on ne se connaissait pas encore. Je suis la responsable bilingue des programmes chez Cancer de la vessie Canada. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour notre webinaire Apprivoiser la peur de la récidive du cancer. Au cours de ce webinaire, nous discuterons de la peur de la récidive du cancer, une préoccupation fréquente chez les personnes touchées par le cancer de la vessie. Cette session présentera des stratégies concrètes pour outiller les personnes touchées par le cancer pour mieux composer avec la peur de la récidive et entretenir un optimisme réaliste envers le futur. Parfait. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre conférencière pour la soirée, Dr. Josée Savard. Dr. Savard est professeure de psychologie de l'Université Laval, chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, et psychologue clinicienne. Ses projets de recherche sont centrés sur les aspects psychologiques du cancer et sur l'efficacité, l'accessibilité et l'implantation des interventions cognitives comportementales pour améliorer le bien-être psychologique et la qualité de vie des personnes vivant avec cette maladie. Plus particulièrement, ses travaux portent sur l'insomnie, la dépression et la peur de la récidive du cancer. En 2010, elle a publié le livre Faire face au cancer avec la pensée réaliste et en 2025, elle a publié un autre livre, Apprivoiser la peur de la récidive du cancer avec l'optimisme réaliste. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, Dr. Savard. Je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment enchantée d'être avec vous ce soir pour vous parler de la peur de la récidive du cancer. Donc aujourd'hui, j'ai deux grands objectifs. Je vais vous présenter ce que l'on sait sur la peur de la récidive euh, en termes de facteurs de risque, d'évolution, etc. Et puis par la suite, là, on va aborder certaines stratégies que vous pouvez appliquer au quotidien. C'est certain que euh, j'ai ciblé là, dans ma présentation les stratégies là, qui me semblaient les plus pertinentes et les plus faciles à expliquer dans un contexte de présentation quand même de courte durée. Mais si jamais vous voulez plus d'informations, c'est certain que vous allez pouvoir retrouver tout ça dans mon livre. Donc, l'idée d'écrire ce livre-là germait dans mon esprit depuis vraiment plusieurs années. On a commencé en fait par développer un groupe de psychothérapie de peur de la récidive qu'on a implanté là, au CHU de Québec, Université Laval, qui est le centre de recherche là, où je travaille, avec trois collègues psychologues. Puis, vous voyez à gauche, là, c'est le manuel de traitement qu'on a publié pour les intervenants. Mais je me disais, il faudrait bien que j'écrive un livre aussi pour les gens qui sont affectés par le cancer, que ce soit les patients eux-mêmes ou encore leurs proches. Et puis, vous voyez là, le premier livre que j'ai publié en 2010 que vous connaissez peut-être. Donc, j'avais cette idée-là depuis plusieurs années. C'était un peu en dessous de la pile, étant pas mal occupée à autre chose. Et puis, ben, il y a un événement qui est arrivé dans ma vie qui a fait que ce projet-là est remonté sur le dessus de la pile. J'ai moi-même reçu un diagnostic de cancer du sein il y a un peu plus de 2 ans. Et puis là, ben, c'est là que je me suis dit, ben, on dirait que là, c'est l'occasion de m'y mettre vraiment. Et puis, ça m'a pris environ 1 an là, pour l'écrire. Ben voilà. Euh, Ça m'a permis un peu de prendre du recul par rapport à mon rôle d'expert, puis aussi de m'exprimer ou nous dans le livre, parce que bien entendu, ben, ce que vous vivez, moi aussi, je le vis. Donc, la peur de la récidive du cancer, il n'y avait pas de définition avant 2016 officielle. Il y a un comité d'experts là, dans lequel je faisais partie d'experts internationaux qui se sont réunis à Ottawa en 2015. Et puis, on est arrivé à la définition suivante. La peur, l'inquiétude ou la préoccupation associée à la possibilité que le cancer progresse, revienne ou progresse. Donc, on a délibérément choisi une définition qui est inclusive, qui n'est pas tout à fait la définition médicale de ce qui est une récidive, là, parce que si vous parlez à des oncologues, ils vont dire ben, une récidive, c'est quelque chose qui survient après un diagnostic initial, une période où la personne n'a pas de signe de maladie et ensuite la maladie revient.
Mais nous, on a choisi aussi d'inclure dans cette définition les gens pour qui la maladie est plutôt chronique, c'est-à-dire qu'elle est là, souvent contrôlée par des traitements comme la chimiothérapie. On sait qu'elle va éventuellement évoluer, mais on ne sait pas quand. Et la raison pour laquelle on a décidé d'inclure ça dans notre définition, c'est qu'on a réalisé dans notre travail clinique que les facteurs psychologiques qui sont impliqués là, dans le développement de la peur de la récidive à proprement parler et la peur de la progression étaient sensiblement les mêmes. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, même si j'utilise le mot peur de la récidive, ça s'applique aussi bien à la peur de la progression. Euh, Si on regarde là, la littérature scientifique, il y a eu beaucoup d'études là, qui ont porté sur l'estimation de la prévalence de la peur de la récidive. Donc, jusqu'à quel point la peur de la récidive, elle est fréquente chez les personnes là, qui ont déjà eu un diagnostic de cancer. Et ben, ce qu'on observe, c'est quand même beaucoup de variabilité dans les études avec des taux qui varient entre 33 et 96. Et la raison pour laquelle les taux sont aussi variables, ben, ça dépend un peu de la définition qu'on utilise, la population aussi avec laquelle on travaille, mais aussi du moment où est-ce qu'on prend nos mesures. Et en fait, là, ce qu'on peut dire par rapport à la prévalence de la PRC, c'est qu'elle affecte près de 100% des patients à un moment ou l'autre de leur trajectoire. Alors, il y a des gens qui vont présenter une peur de la récidive qui va être plutôt sporadique, qui va se manifester typiquement dans les périodes qui entourent les rendez-vous médicaux ou encore les tests qu'on subit, là, comme par exemple dans le cancer de la vessie, la cystoscopie. Puis qui va s'amenuiser quand on va recevoir des résultats normaux. Donc, c'est ce qu'on considère en fait la PRC normale, même si j'aime pas trop utiliser le mot normal et pathologique. Il reste que c'est quand même quelque chose d'assez typique et qui n'est pas euh, tant inquiétant parce que ça affecte moins le fonctionnement au quotidien puis la qualité de vie. Les études ont tenté d'estimer c'est quoi la proportion de gens qui vivent avec une PRC qui est plus significative. Les données ont suggéré que c'est 59% qui ont une peur de la récidive modérée ou plus sévère et 19% qui ont vraiment une peur de la récidive sévère. Donc là, vous voyez l'acronyme PRC, là, je vais l'utiliser pour le reste de la présentation afin d'aller un peu plus vite. Aussi, les données de la littérature scientifique nous indiquent que la peur de la récidive, c'est souvent le besoin psychosocial le moins satisfait. Donc, quand on demande aux gens, c'est quoi les besoins psychosociaux que vous avez pour lesquels vous n'avez pas reçu d'aide, bien souvent la peur de la récidive va ressortir là, parmi les thèmes qui sont soulignés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une PRC cliniquement significative ou on pourrait dire aussi sévère? On n'a pas encore de critères qui sont largement acceptés, mais on sait que ça va se caractériser par des préoccupations et des inquiétudes importantes qui sont persistantes dans le temps. Donc, plutôt que l'évolution sporadique que je vous décrivais tout à l'heure, avec une augmentation dans la période entourant les suivis médicaux, puis qui disparaît ensuite, euh, la PRC cliniquement significative, elle se caractérise par une persistance dans le temps. Elle se caractérise aussi par une hypervigilance aux symptômes physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est en fait le fait de porter attention aux symptômes physiques qu'on va ressentir. Typiquement, il va y avoir de la douleur. Donc, la douleur est souvent interprétée comme un signe potentiel de récidive et l'hypervigilance va faire en sorte qu'on va analyser ou percevoir ces symptômes-là, souvent de façon un peu plus catastrophique que ce qu'ils sont en réalité, un peu comme si on les regardait avec une loupe grossissante. On va y revenir un petit peu plus tard.
Ça se caractérise aussi par une altération du fonctionnement quotidien. Ça a un impact là, sur le fonctionnement, sur la qualité de vie, sur la satisfaction envers la vie aussi. Une autre caractéristique, c'est la difficulté à faire des plans pour le futur. Beaucoup ont décrit la peur de la récidive comme une épée de Damoclès qui pend au-dessus de notre tête. Et ça fait souvent en sorte que les gens vont avoir du mal à avoir des objectifs de vie, des projets dans le futur, parce qu'ils se disent, ben, comme je ne suis pas certain si la maladie ne va pas revenir, j'aime mieux pas faire de plan pour le futur. On va revenir aussi sur cet aspect-là un petit peu plus tard, vers la fin. Et aussi, ça se caractérise par un recours à des stratégies de gestion inadaptées. Pour l'instant, c'est un peu vague, mais vous allez voir, là, je vais en parler plus spécifiquement quand je vais présenter le modèle de la PRC. La peur de la progression dans un contexte de cancer avancé, elle est moins étudiée, euh, mais globalement, les experts se sont entendus que ça se caractérisait par les mêmes préoccupations, les mêmes caractéristiques que je viens de vous présenter, euh, auxquelles s'ajoutent des thèmes un peu plus spécifiques comme bien sûr la peur de mourir, la crainte qu'il n'y ait plus d'options de traitement éventuellement et une perte d'espoir. Mais comme je le disais tantôt, les mécanismes psychologiques qui la déclenchent et la maintiennent sont probablement les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être plus susceptible de présenter de la PRC en général ou de la PRC plus sévère? Il y a plusieurs caractéristiques qui ont été identifiées dans la recherche. Il y a le sexe féminin. Donc, le fait d'être une femme est associé à une prévalence plus élevée de PRC. Le fait d'être jeune également. Euh, pour ce qui est du type de cancer, là, vous voyez qu'on ne voit pas le cancer de la vessie, possiblement parce que ça n'a pas été étudié spécifiquement. De toute manière, je prends un peu avec un grain de sel là, les résultats que je présente ici parce que ça dépend trop euh, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, des mesures qui ont été employées, du moment où les mesures ont été administrées. Donc, il faut prendre ça un peu avec un grain de sel. Le fait d'avoir vécu une récidive par le passé est associé à un risque accru de présenter une PRC sévère. Possiblement parce que ça augmente notre perception de menace, hein. Quand on a déjà eu une récidive, il est possible qu'on en conclue qu'une récidive continue d'être possible pour l'avenir, puis qu'on sente cette perception de menace-là. Euh, des antécédents de troubles psychologiques, notamment les troubles anxieux, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques communes entre les troubles anxieux, comme par exemple le trouble d'anxiété généralisée et la PRC sévère. Et le fait d'avoir une prédisposition héréditaire pour le cancer est également associé là, à un risque accru de peur de récidive, du fait que souvent, le fait d'avoir une prédisposition héréditaire va être associé aussi à un risque accru d'avoir une récidive. Par contre, le stade de la maladie n'est pas associé à la peur de la récidive. Donc, on pourrait avoir tendance à penser que ceux qui ont un stade plus avancé ont plus de PRC. Ce n'est pas nécessairement le cas. On peut avoir un stade précoce et avoir une PRC élevée aussi. Et le temps écoulé depuis le diagnostic n'est pas non plus associé à la PRC, ce qui veut dire que, euh, encore là, on pourrait avoir tendance à penser que plus le temps passe après avoir reçu un premier diagnostic de cancer, moins on est susceptible d'avoir de la PRC, mais les données de la littérature nous indiquent qu'au contraire, quand on a une PRC élevée, elle va avoir tendance à persister dans le temps. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas tellement les caractéristiques objectives du cancer qui influencent le niveau de sévérité de PRC qu'on va vivre, mais c'est beaucoup plus la perception qu'on en fait. Il y a beaucoup de conséquences de la PRC persistante. J'ai déjà dit là, que ça affectait la qualité de vie, ça augmente la détresse psychologique en général.
C'est aussi associé à des difficultés de sommeil parce que quand on a des préoccupations, bien souvent on a tendance à les traîner au lit, ce qui risque d'affecter notre capacité à bien dormir. C'est aussi associé à une augmentation de la fatigue, particulièrement de la fatigue cognitive, parce que ça devient très fatigant d'avoir des préoccupations, des inquiétudes au quotidien. C'est associé aussi à une augmentation des consultations médicales et d'utilisation de médicaments comme les antidépresseurs ou encore les médicaments qu'on utilise pour l'anxiété, ainsi que les produits naturels. Euh, on va revenir sur cet aspect-là un peu plus tard. Là, je vais prendre quelques minutes pour expliquer ici le cercle vicieux de la PRC. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est que ça identifie vraiment les facteurs sur lesquels on a une emprise, sur lesquels on peut agir de manière à diminuer notre peur de récidive. Donc, ça part en fait des facteurs prédisposants. Les facteurs prédisposants, c'est ceux dont je vous ai parlé, le fait d'être une femme, d'être jeune, d'avoir une prédisposition héréditaire au cancer, etc. Vous voyez que ces facteurs-là, ils sont en dehors du cercle vicieux. Et ça, ce que ça indique, c'est que ces facteurs-là ne causent pas directement la peur de la récidive. C'est un peu comme un terreau fertile qui va faire en sorte que la PRC va être susceptible de se développer, mais ça ne cause pas la PRC comme telle. Et c'est plutôt les indices internes et externes qui vont déclencher la PRC. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Les indices internes, c'est tous les symptômes physiques qu'on peut ressentir et qu'on est susceptible d'interpréter comme un signe possible de récidive. J'ai parlé tantôt de douleur, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être des symptômes urinaires, par exemple. Et là, c'est pas le symptôme comme tel qui va faire en sorte que on va ressentir de la PRC, c'est vraiment notre interprétation. Donc, c'est la boîte du bas en noir qui va jouer un rôle là, dans le déclenchement de la PRC et son maintien. Donc, si on conclut, j'ai une douleur, ça y est, j'ai une récidive, bien évidemment que là, ça va mettre en place là, le cercle vicieux qui déclenche la PRC et la maintient dans le temps. Il y a des indices externes aussi qui peuvent nous mener au même genre d'interprétation. Et là, ce qu'on veut dire par là, ce sont par exemple le fait de regarder un téléroman, une série dans laquelle il y a un personnage qui a reçu un diagnostic de cancer ou encore qui est décédé d'un cancer. Ça peut être aussi d'entendre parler d'un proche qui a reçu un diagnostic de cancer, d'entendre des nouvelles concernant des personnalités publiques qui ont eu un cancer ou qui en sont décédés. Donc, tout ce qui est externe à soi et qu'on est susceptible d'interpréter comme, ben, tu sais, si telle personne est décédée d'un cancer, il se pourrait que ça m'arrive à moi aussi. Donc, encore là, c'est pas l'événement comme tel qui déclenche la PRC, c'est vraiment l'interprétation qu'on en fait. Et puis tout ça va être influencé par les connaissances qu'on a sur le cancer et en général, les connaissances qu'on a sur notre cancer plus spécifiquement. On va y revenir aussi dans quelques instants. Donc, vous voyez que bon, les indices internes et les indices externes vont mener à une interprétation catastrophique. Ça y est, je vais avoir une récidive, ce qui va entraîner des émotions comme l'anxiété, la peur, évidemment. Et là, parce que c'est déplaisant d'avoir ces émotions-là, ben, on va être susceptible d'employer toutes sortes de stratégies dont certaines sont plutôt inefficaces, comme par exemple l'évitement cognitif et l'évitement comportemental. Pour l'instant, je laisse ça comme ça parce que je vais y revenir en détail dans quelques instants. La recherche excessive de réassurance et de contrôle. Et ces stratégies-là, elles apparaissent vraiment comme logiques, comme par exemple l'évitement comportemental. On pourrait en conclure que puisque il y a de regarder une série où il y a un personnage qui vit un cancer, ça nous amène des préoccupations. Bon, on pourrait avoir tendance à se dire, ah, moi, je ne regarde plus cette série-là parce que ça suscite trop de peur en moi. Euh, et donc, ça constitue ce qu'on appelle de l'évitement comportemental.
Ça paraît logique d'éviter qu'est-ce qui nous fait peur. Et à court terme, ça va réduire notre anxiété. Par contre, ça va la maintenir à long terme euh, par un mécanisme là, qu'on va expliquer un peu plus tard aussi. Ce qui et, finalement, dans ce modèle-là, ce qu'on voit autour ici, dans le cercle, c'est l'intolérance à l'incertitude. Donc, c'est un grand terme jargon, de notre jargon de psychologue. Qu'est-ce que c'est que l'intolérance à l'incertitude? On pourrait la comparer en fait à une allergie. Allergie à l'incertitude. Alors, il y a des gens, particulièrement les gens qui ont un profil anxieux, qui vont avoir de la difficulté à composer avec les situations qui sont caractérisées par de l'incertitude. Un peu comme quelqu'un qui aurait une allergie aux arachides, qui va réagir trop fortement en consommant des arachides. Ben, les personnes intolérantes à l'incertitude vont réagir trop fortement aux situations incertaines. Et puis, ben, vous le savez parce que vous le vivez, ben, le cancer, c'est probablement une des situations qu'on vit qui est le plus caractérisée par de l'incertitude. Quand on reçoit un diagnostic, on ne sait pas ça va être quoi la gravité, on ne sait pas les traitements qu'on va recevoir. Quand on connaît les traitements qu'on va recevoir, on ne sait pas quels effets secondaires on va ressentir, on ne sait pas ça va être quoi l'évolution, etc. Donc, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et quand on a de la difficulté à la base de vivre avec ce type de situation incertaine, ben, on va être plus susceptible là, de présenter de la PRC puis de voir s'installer ce cercle vicieux-là. J'ai pas beaucoup de temps ce soir là, pour parler de la différence là, entre les pensées positives et les pensées réalistes, mais euh, juste garder en tête ici que l'approche que j'utilise vise à avoir des interprétations qui sont optimistes, réalistes par rapport à ce que l'on vit, par opposition à des pensées qui sont vraiment négatives, qu'on pourrait comparer au fait d'avoir des lunettes noires qui feraient en sorte là, que les situations qu'on vit, on les perçoit de façon plus négative qu'elles ne sont en réalité. Euh, donc, vous voyez des exemples ici là, qui ne sont pas appliqués au cancer de la vessie, mais que je pense que pour lesquels là, vous pouvez faire un parallèle là, à votre situation. À l'autre opposé, on voit les pensées positives qu'on pourrait comparer au fait d'avoir des lunettes roses, donc voir la situation plus positive, de façon plus optimiste qu'elle ne l'est. Donc, par exemple, d'avoir la certitude qu'on va guérir du cancer. Ça peut apparaître comme une bonne stratégie, mais souvent, le fait de se forcer à avoir ce genre de pensée positive-là va nous amener un soulagement à court terme, mais ce qui va nous amener un soulagement à plus long terme, c'est plutôt d'envisager tous les scénarios possibles en espérant que le meilleur survienne. Donc, d'avoir ce qu'on appelle de l'optimisme réaliste que je résume ici. Qu'est-ce que c'est que la pensée réaliste? Ben, c'est percevoir la situation telle qu'elle est, comme si on la voyait à travers des lunettes claires, voir tous les aspects possibles d'une situation sans les exagérer ni négativement ce qui correspond aux pensées négatives, ni positivement ce qui correspond aux pensées positives. Donc, c'est percevoir tous les scénarios réalistes possibles, tous les risques réels, tout en espérant que le meilleur survienne. Et là, vous voyez que je l'ai mis en caractère gras parce que ben, l'espoir, c'est fondamental, hein. Mais on n'a pas besoin d'aller dans la pensée positive extrême pour avoir de l'espoir. C'est possible de le faire tout en ayant là, une perception réaliste de notre situation. Euh, Une chose importante à réaliser, là, c'est que de la même manière que euh, le cancer n'égale pas mort, là, quand on reçoit un diagnostic de cancer, c'est évidemment la première pensée qui nous vient en tête. On associe de façon naturelle le cancer à la mort, mais on sait que beaucoup de gens survivent au cancer. Donc, ce n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Ben, de la même manière, les récidives, ça ne veut pas dire un décès instantané non plus. Ici, vous voyez un peu ma tentative là, de montrer que il y a, bon, en fait,
on sait qu'on va tous mourir un jour. On espère que ce soit le plus tard possible et qu'on ait euh, une vie avec une bonne qualité de vie d'ici là. Donc, c'est illustré là, par la ligne droite là, qui va du cancer initial jusqu'au décès. Donc, ça serait la situation d'une personne qui a un cancer à un moment X de sa vie, qui ensuite est en rémission du cancer et va décéder d'une autre cause. Il y a d'autres chemins possibles là, qui nous mènent au décès, là. C'est un peu ça ici, là, c'est différentes routes qui nous mènent à l'issue ultime là, où on va décéder, malheureusement. Et là, vous voyez ben, que ça peut être une récidive locale pour laquelle on reçoit des traitements qui nous ramènent sur le chemin de la rémission. Ça peut être des récidives métastatiques qui peuvent durer, arriver tard dans notre vie, qui peuvent arriver plus tôt, pour lesquels on va recevoir des traitements palliatifs qui pourront nous aider à survivre plus ou moins longtemps là, selon la situation. Donc, tout ça pour dire que ici, ben, on illustre juste trois ou quatre chemins possibles, mais que les possibilités, elles sont nombreuses, elles sont pratiquement infinies, et que de ce fait, il serait vraiment malheureux de se concentrer uniquement sur la possibilité que une récidive survienne et que celle-ci soit mortelle. Alors, je vous amène maintenant au cas de Martin. Là, vous m'excuserez, je n'ai pas adapté l'exemple pour le cancer de la vessie, mais je pense que vous allez pouvoir quand même vous y reconnaître. Donc, Martin a été traité pour un cancer colorectal il y a 2 ans. À la suite de ces traitements, il a repris le travail sans trop de difficultés, mais il a plusieurs responsabilités qui le rendent parfois anxieux. Par ailleurs, son dernier suivi datant de 2 mois a révélé l'absence de cancer. Néanmoins, il y a des moments où la peur que le cancer revienne prend beaucoup de place et l'empêche de profiter pleinement de la vie, en particulier lorsque son fonctionnement intestinal est dérangé, ce qui est le cas depuis 3 jours, et quand il souffre de maux de tête occasionnels qui sont soulagés par la prise d'acétaminophène. À tout coup, il conclut, ça y est, le cancer est revenu. Donc, ici, le cas de Martin illustre une situation là, assez typique que j'ai décrite un peu plus tôt, où les symptômes physiques sont interprétés là, comme des signes de récidive. Euh, je vais passer ça ici. Euh, non, je ne le passerai pas finalement. Pardon. Donc, ici, ce que ça illustre, là, la grille ici, c'est un peu le travail qu'on fait avec les patients quand on les voit en séance, mais que vous pouvez très bien faire par vous-même. C'est une grille en 5 colonnes qui permet d'identifier c'est quoi nos pensées négatives, c'est quoi les émotions qui sont associées à ces pensées négatives-là, et de développer des pensées qui sont plus optimistes, réalistes par rapport à la situation. Donc, ici, on voit que Martin, ça fait 3 jours qu'il a eu la diarrhée. Il en conclut, c'est pas normal. Ça y est, le cancer est revenu. En plus, j'ai des métastases cérébrales. C'est mon dernier Noël. Donc, évidemment que puisqu'il y a des interprétations très négatives, il va ressentir des émotions très négatives également, beaucoup d'anxiété et beaucoup de déprime. Alors, une bonne approche après, euh, afin de réduire l'intensité de ces émotions-là, pas nécessairement de les amener à zéro parce qu'il reste que, bon, c'est une situation que c'est normal que ça entraîne certaines émotions plus négatives. L'important ici, c'est de diminuer l'intensité de manière à ce que ça affecte moins notre fonctionnement quotidien. Donc, vous voyez ici des exemples que ça pourrait être, comme j'ai pas de preuve que mes symptômes sont dus à une récidive. Ils sont possiblement dus au stress au travail. Donc, on essaie de trouver des interprétations alternatives à celles où on conclut que c'est des symptômes annonciateurs d'une récidive. S'il persiste ou s'aggrave, je vais consulter. Et puisque dans la pensée réaliste, on envisage tous les scénarios possibles, ben, on va aussi se poser la question, ben, au pire, qu'est-ce qui arrive? Ben, au pire, il est probable que la récidive ne soit pas grave parce qu'elle aura été détectée tôt. Mais le scénario le plus probable, c'est que ce sont des symptômes qui sont expliqués par autre chose. Et on voit ici que
les émotions ont diminué de façon importante. Euh, Par rapport aux symptômes, ce que l'on suggère, c'est un équilibre entre deux extrêmes. L'hypervigilance que j'ai déjà décrite, là, où on est très à l'affût des symptômes physiques qui surviennent dans notre corps, on les analyse de façon négative, on les catastrophise. Donc, ça, c'est à un bout du spectre. À l'autre bout du spectre, on retrouve la négligence, qui n'est pas davantage souhaitable. La négligence, ben, ça serait plutôt de j'ai des symptômes, mais je ne leur porte pas attention. Puis, je m'en occupe pas trop non plus, puis je consulte jamais non plus afin de savoir là, si ce sont des symptômes qui sont inquiétants. Donc, l'équilibre qu'on va rechercher entre ces deux extrêmes, ça va être plutôt la surveillance attentive de ces symptômes. Donc, de les observer de façon plus objective, donc de ne pas les catastrophiser, mais de leur porter une attention, de voir un peu comment ils évoluent dans le temps. Une façon d'arriver à cette, à la surveillance attentive, ça va être d'interpréter réalistement les symptômes physiques qu'on ressent. Et puis là, on suggère 4 critères pour analyser nos symptômes physiques. Le NIP. Et le NIP, c'est l'acronyme là, pour la première lettre de ces 4 critères-là. Euh, le premier critère, c'est la nouveauté. Donc, est-ce que mon symptôme, il est nouveau? Dans le cas de Martin, il y avait un des symptômes qui était nouveau, l'autre non. Le deuxième critère, c'est l'intensité. Est-ce que les symptômes sont intenses? Euh, le troisième, c'est le premier P, c'est la probabilité. À quel point il est probable que ce symptôme-là soit vraiment un signe de récidive? Dans le cas de Martin, les derniers tests étaient normaux. Donc, ça pourrait suggérer que les symptômes soient dus à autre chose. Et le dernier P, c'est la persistance. Et ça, c'est important parce que ça va faire en sorte qu'on ne va pas nécessairement se précipiter à l'urgence ou sur le téléphone pour appeler l'infirmière pivot ou prendre rendez-vous avec notre oncologue. Un peu comme quand on a des enfants en bas âge et qui font de la fièvre, on ne va pas nécessairement se précipiter à l'urgence, on va attendre de voir comment la fièvre va évoluer, puis est-ce qu'il va y avoir d'autres symptômes qui vont survenir par la suite. Donc, c'est un peu l'attitude qu'on cherche à avoir là, par rapport aux symptômes qu'on ressent après avoir eu un cancer. Euh, donc, évidemment que si on a un symptôme qui est nouveau, qui est intense, par exemple un mal de tête, si on reprend l'exemple de Martin, si c'était un mal de tête très intense associé à des symptômes visuels, euh, donc là, ça serait beaucoup plus inquiétant et ça nous indiquerait que c'est important de consulter de façon urgente, alors que la description laissait penser que c'était plutôt des maux de tête comme il en avait un peu toujours eu en période de stress. Et ça fait appel à l'autre critère qui est la probabilité. C'est quoi l'explication la plus probable? Donc, ça ne veut pas dire de tomber dans la négligence et de jamais rapporter ces symptômes-là à notre équipe médicale, mais ça dit juste de les observer pendant un moment là, avant de consulter de façon rapide. On a vu dans le modèle que c'est important de comprendre la maladie, de comprendre le cancer et de comprendre son cancer. Par rapport à ça, on suggère aussi une approche qui est équilibrée entre deux extrêmes, encore une fois. Un des extrêmes, c'est quelqu'un qui va consulter beaucoup, euh, par exemple, sur Internet, va lire beaucoup sur le cancer en général, euh, quitte à tomber parfois sur des informations qui ne sont pas nécessairement
pertinentes à sa situation personnelle parce que, hein, il y a beaucoup de types de cancers. Et puis, ça peut devenir ça peut susciter de la confusion, le fait de consulter énormément. Donc, on pourrait appeler ça le syndrome Google, mais maintenant, on pourrait aussi dire le syndrome intelligence artificielle ou chat GPT parce que beaucoup de gens ont recours maintenant à l'intelligence artificielle pour avoir des informations médicales. Donc ça peut susciter beaucoup d'anxiété parce qu'on lit des choses qui ne sont pas pertinentes à notre situation puis qui peuvent nous faire peur. À l'autre extrême, on retrouve une attitude où c'est plutôt, ben moi, je veux en savoir le moins possible. Donc, ce que souvent, ces gens-là vont poser très peu de questions à leur équipe médicale. Ça peut avoir l'air d'une bonne stratégie, donc dans le sens de ce que je sais pas, ça fait pas mal, mais si ça fait qu'on continue d'avoir des questionnements par rapport à notre maladie qui sont jamais répondus, ben, c'est là où ça devient un peu plus néfaste. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'avoir juste assez d'informations, c'est-à-dire d'avoir l'information nécessaire qui répond à nos questionnements et à nos inquiétudes, qui fait de nous un peu un expert de notre propre cancer, qui fait aussi que on va être plus apte à résumer un peu notre situation aux différents intervenants qu'on va rencontrer. Bien s'informer, ben, c'est important de le faire dans des sources d'informations qui sont fiables et compétentes. Donc, idéalement, prioriser l'information qui nous vient de notre équipe traitante qui est à même de nous donner de l'information pertinente à notre situation à nous. Euh, versus Internet, l'intelligence artificielle, les connaissances ou les proches ayant déjà eu un cancer. Parfois, on va entendre des gens dire ah, je connais quelqu'un qui a eu exactement le même cancer que toi et il est arrivé X, Y, Z. Alors que l'on sait que même pour un même type de cancer, par exemple le cancer de la vessie, ben, il va y avoir des traitements différents, des évolutions différentes également. Donc, ne pas se fier là, à ce genre de sources d'informations-là, surtout, et de se fier plutôt là, à ce que nous dit notre équipe traitante. Bien s'informer, ça peut aussi vouloir dire de bien se préparer aux rencontres médicales. Donc, je suggère fortement aux gens de préparer une liste de questions avant les rendez-vous avec l'équipe médicale. Euh, ben, si vous n'en avez pas, non, mais souvent on en a, là, quand on rencontre nos oncologues ou les infirmières pivots, etc. Je vous suggère d'avoir une liste quand même assez brève, hein, parce qu'on sait que les consultations sont plutôt de courte durée, de vous concentrer donc sur les questions qui sont les plus importantes pour vous, puis qui va faire en sorte là, que les intervenants vont être plus susceptibles là, de prendre le temps nécessaire pour bien vous répondre. Ça peut être aussi d'être accompagné au rendez-vous par une personne qui va agir comme une deuxième paire d'oreilles pour bien comprendre l'information qui est transmise ou encore prendre des notes. Et puis, c'est également possible maintenant avec nos téléphones intelligents d'enregistrer les séances, d'enregistrer les rencontres avec les médecins. Les recherches ont montré que euh, le fait d'enregistrer les consultations médicales, c'était associé à une meilleure rétention de l'information. On se rappelle plus des informations qui nous sont transmises. Évidemment, on est capable de le réécouter à notre guise. Donc, on va mieux comprendre également l'information qui nous a été communiquée. Mais également, les recherches ont montré que les intervenants qui se savent enregistrer vont être de meilleurs communicateurs. Donc, ici, je vous encourage quand même à dire, à le dire avant, à le demander en fait, si vous pouvez enregistrer les rencontres que vous avez avec vos intervenants. C'est particulièrement pertinent là, quand il y a beaucoup d'informations qui est transmise. Euh, Ça m'amène maintenant à vous parler d'évitement. Là, je vois que le temps passe, mais l'évitement, c'est quand même quelque chose de très important qui peut prendre deux formes. Il y a l'évitement comportemental,
que j'ai décrits tantôt, changer de poste s'il y a une émission qui parle de cancer, éviter toutes les situations qui suscitent des pensées par rapport au cancer, mais ça peut aussi prendre la forme d'évitement cognitif où là, on va être plutôt porté à chasser les pensées de notre esprit qui nous inquiètent. Donc, on a par exemple, un symptôme de douleur. Notre interprétation, c'est ça y est, je vais avoir une récidive. Et là, parce que ça suscite de l'anxiété qui est déplaisante, c'est pas le fun de ressentir de l'anxiété, ben, on va être tenté de chasser ces pensées-là de notre esprit. Euh, Encore là, ça semble une stratégie qui est logique euh, parce que elle va être efficace à court terme pour diminuer notre anxiété, mais un peu comme une mouche qui va continuer de nous tanner l'été quand on mange sur une terrasse parce qu'elle revient toujours, ben, l'évitement cognitif a le même effet, c'est-à-dire que on va être capable de chasser les pensées qui nous font peur pendant un instant, mais quand on va être dans une situation où on est calme, où on n'est pas trop alerte à nos pensées, bien, ça va avoir tendance à repopper dans notre tête puis à ramener les émotions négatives qui sont associées à ça. J'ai déjà parlé de ça, c'est des exemples d'évitement comportemental. Donc, la stratégie qu'on suggère, c'est plutôt d'essayer de tolérer ces pensées-là qui suscitent de l'anxiété et les situations également. Donc, plutôt que de les éviter, c'est de s'y exposer. Puis là, je vais faire un parallèle avec la peur des chiens. Alors, quelqu'un qui aurait peur des chiens, euh, on voit ici là, la courbe d'anxiété, celle qui est en dents de scie d'une personne qui fait de l'évitement. Alors, par exemple, je me promène sur la rue, je rencontre un chien, j'ai peur des chiens. Donc, mon anxiété augmente. Et là, ben, parce que c'est déplaisant, cette anxiété-là, je peux me dire, ah, ben, je vais changer de côté de rue. Je vais donc faire de l'évitement comportemental qui va faire en sorte que mon anxiété va diminuer, mais pas complètement à zéro. Et puis, chaque fois que je vais rencontrer un chien, mon anxiété va monter et redescendre quand je vais faire de l'évitement, c'est-à-dire changer de bord de rue, etc. Ou ne pas rester chez un ami, par exemple, où il y aurait un chien. Donc, on voit qu'au fil du temps, l'anxiété reste là à un certain niveau. Elle varie là, selon qu'on rencontre un chien ou qu'on l'évite, mais elle reste là. Alors que l'exposition, elle va permettre vraiment de diminuer l'anxiété avec le temps. Donc, l'exposition, c'est de dire, ben, je regarde une émission de télé, ça parle de cancer. Alors, plutôt que de changer de poste, je vais la regarder l'émission. Donc, je m'expose à mon anxiété. Et là, ce qui va se passer sur euh, le niveau d'anxiété qu'on va ressentir est illustré par les courbes euh, euh, qui sont plus euh, en rond, là. Donc, on voit que la première qui monte plus haut et qui prend plus de temps à diminuer, ben, ça pourra être les premières fois qu'on s'expose à ce genre de situation-là. Et puis, au fur et à mesure où on s'expose de plus en plus aux situations qui nous font peur, moins notre anxiété va augmenter et plus rapidement elle va diminuer dans le temps. Je vais être obligée de passer beaucoup de choses parce que le temps passe vite. Pour l'évitement cognitif, euh, c'est-à-dire là, le fait de chasser les pensées qui nous font peur de notre esprit, ben, il y a peut-être deux stratégies que j'aurais le goût de présenter. Euh, la première, c'est le fait de se planifier une période d'inquiétude, qu'on appelle en anglais le worry time. Donc, ça, c'est de se fixer une période fixe de 15 à 30 minutes à chaque jour, ou à peu près à chaque jour, où on va s'inquiéter. Donc, si par exemple, durant le jour, on est au travail, qu'on a une inquiétude par rapport au cancer, on va la noter. Puis on va se dire, ben là, pour l'instant, c'est pas le bon moment de m'inquiéter de ça. Je vais plutôt m'y attarder durant ma période d'inquiétude ce soir. On s'assure là, que c'est pas tout de suite avant d'aller au lit parce que là, ça pourrait nuire à notre sommeil. Ben, on fait ça pendant 15 à 30 minutes.
Et même si ça ressemble un peu à de l'évitement, parce que le jour, on dit, ben là, c'est pas le moment de penser à ça, puis ça ressemble un peu à chasser les pensées de sa tête, ben ça n'en est pas parce que le soir, on s'y expose finalement de manière à ben, soit trouver des solutions pour des situations où on peut trouver des solutions, ou encore de juste s'inquiéter pour une période qui est circonscrite dans le temps et qui ne va pas empoisonner toute notre journée. Puis, ça va nous faire réaliser aussi que l'anxiété, c'est déplaisant, mais ce n'est pas dangereux non plus. L'autre stratégie qui est indiquée là, en bas de la diapositive, c'est de tolérer ses pensées et émotions négatives parce que, en fait, le principe, c'est que notre cerveau, c'est une machine à penser. Euh, on a des milliers de pensées dans une journée. Puis ces pensées-là, elles apparaissent dans notre esprit et disparaissent souvent aussi vite. Donc, elles font juste passer dans notre tête. Euh, Ce qui fait que on va avoir des inquiétudes, c'est qu'on va s'accrocher à des pensées plus catastrophiques. Par exemple, j'ai une douleur, ben là, on va plutôt que laisser passer l'interprétation, ça pourrait être une récidive de cancer, on va un peu s'y accrocher ben, c'est ce qui va faire là, que ça va amener des émotions négatives qui vont persister dans le temps. Donc, le fait d'imaginer que ces pensées-là qui sont dérangeantes sont, par exemple, des nuages qui défilent dans le ciel ou des feuilles qui flottent sur l'eau, ça va nous aider à les laisser aller plutôt que de s'y accrocher et d'entraîner là, des émotions négatives. Là, je vois qu'on a déjà 45 minutes de fait. Euh, il y avait dans le modèle aussi, ça serait peut-être ma dernière chose que je dirais, une tendance qu'on a qui a tendance à maintenir la PRC dans le temps, c'est le fait d'avoir des comportements de réassurance excessive. Et ça va se manifester par exemple par consulter son médecin à répétition, demander à passer des examens supplémentaires, rencontrer plusieurs professionnels de la santé, s'examiner exagérément, se faire rassurer par ses proches, donc demander à son conjoint, sa conjointe, penses-tu que ce symptôme-là, c'est un signe de récidive? Se rassurer par soi-même par des pensées toutes faites, ce sont tous des comportements de réassurance et ça devient excessif quand? Ben, c'est quand ça prend beaucoup de place dans notre vie, que c'est intense euh, et, euh, et ça, ben, ça va faire en sorte que c'est un peu comme si on remettait la gestion de notre anxiété aux gens à l'externe. Donc, on n'est pas capable de se réassurer par soi-même. Donc, on va consulter, par exemple, notre oncologue, notre équipe médicale, aussitôt qu'on a un signe qui nous inquiète, plutôt que d'essayer de se rassurer par soi-même là, en contrôlant mieux ses pensées. Euh, Peut-être une dernière chose. Tout à l'heure, je disais que on a tendance, quand on a une PRC élevée, à laisser tomber nos projets de vie, nos objectifs. Je voulais juste prendre 2 minutes pour dire que je comprends qu'on puisse avoir ce réflexe-là parce que c'est certain on n'est jamais certain, en fait, après avoir reçu un diagnostic de cancer, si la maladie ne va pas revenir, puis un peu contrer nos projets futurs. Mais en réalité, si on y pense vraiment bien, même avant un diagnostic de cancer, on n'était pas davantage certain que on aurait l'occasion ou qu'on vivrait assez longtemps pour réaliser tous nos objectifs de vie. Et le fait de ne pas avoir de projet futur ou d'objectif de vie, euh, ben, c'est très néfaste au quotidien, puis ça peut faire en sorte que, en fait, c'est un facteur qui va augmenter notre risque de souffrir de dépression. Alors, je vous encourage si vous avez
eu cette tendance-là là, à vous dire, ben, ça ne sert à rien d'avoir des projets ou des objectifs de vie parce que je ne serai pas certain de pouvoir les réaliser, ben, je vous encourage à y repenser. Puis, vous allez trouver, si vous voulez consulter mon livre, là, toutes sortes de stratégies pour identifier ces valeurs, les catégoriser en différents domaines de vie et passer de nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, à des objectifs de vie et à les concrétiser là, au quotidien. Donc, ben voilà, je m'arrête là-dessus. Je ne lirai pas le résumé. Je pense que vous pouvez le lire par vous-même. Et puis, ben, on va prendre les dernières minutes là, pour répondre à des questions. Merci beaucoup, docteur Savard, c'était génial. Je vais laisser le temps aux gens d'écrire dans le chat. Donc, vous pouvez écrire votre question ici, puis on va y répondre. Avant la présentation, on avait déjà reçu quelques petites questions, fait que peut-être je vais commencer avec une, comme ça on laisse le temps aux autres. Euh, Quelqu'un avait parlé, je pense que vous avez touché là-dessus à la fin de la présentation, mais des astuces pour bien vivre dans les années suivantes un diagnostic. Mhm. Ben, il y a différents éléments, là, dont plusieurs que j'ai abordés aujourd'hui. Je pense que premièrement, c'est de réaliser là, que ben, l'incertitude, ça fait partie de la vie. Puis là, ben, le fait d'avoir reçu un diagnostic de cancer, d'avoir été traité pour un cancer, ça nous donne l'impression que notre vie est davantage menacée. Euh, et ça se peut que ce soit vrai aussi. Euh, Par contre, c'est important de, euh, de vivre tant qu'on est en vie. C'est-à-dire, puis j'avais un cas là, que j'ai pas eu le temps de présenter ici, mais je me rappelle ben, d'un patient en particulier, mais c'est juste un cas extrême de quelque chose qu'on voit quand même assez couramment de gens. Ben, ici, c'était par exemple quelqu'un qui avait reçu un diagnostic de cancer du poumon, puis à qui on avait dit, ben, il te reste environ 6 mois à vivre. Puis, il m'avait consulté, je pense que c'était 13 ans plus tard, en me disant, j'aimerais que vous me réappreniez à vivre. Et pendant tout ce temps-là, pendant ces 13 ans-là, il avait quitté son travail, il s'était isolé, il était fortement déprimé, très inactif, euh, parce qu'il attendait la mort qui n'est pas venue. Donc, moi, je trouve qu'il y a dans ce cas-là qui est réel, là, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré dans ma pratique clinique. Je trouve qu'il y a un message très clair à l'effet que tant qu'on est en vie, ben, c'est important de tenter de vivre notre vie pleinement. Et ça, ben évidemment, il y a un lien avec ce que j'ai dit vers la fin, là, ça se fait en ayant des projets. Puis les projets, je ne l'ai pas dit, mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de coûteux, des voyages, des choses comme ça. Ça peut être d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre la musique, ça peut être de s'améliorer comme personne, de cultiver des liens qui sont euh, qui sont significatifs avec nos proches. Ça peut prendre toutes sortes de formes finalement, mais de s'assurer que ce sont des choses qui nous permettent là, de vivre notre vie pleinement. Merci, c'est un très beau message aussi. Et une question de plus qu'on avait reçue, on a parlé de la peur avant des rendez-vous. Euh, Quelqu'un qui avait posé une question qui disait que comment éviter un peu la peur de rencontrer le médecin en plus. Donc, c'est pas nécessairement l'examen, mais d'avoir la peur d'avoir des discussions avec le médecin, d'avoir ces rendez-vous Mhm. là qui viennent. Oui. Ben, c'est sûr que on l'a vu tantôt là, avec ma balance là, qui passait de euh, poser très peu de questions à rechercher beaucoup d'informations, par exemple, sur Internet. Ben, quand on est dans le pôle poser peu de questions, ça peut être encore plus anxiogène d'aller voir son médecin parce qu'on a peur de ce qu'il va nous dire. Euh, mais ça se peut que ça se manifeste aussi, même si on est dans euh, la quête d'avoir juste assez d'informations sur sa situation. Euh, mais
c'est pas très inquiétant si c'est sporadique, c'est-à-dire que ça se manifeste au moment d'y aller. On est rassuré au moment de sortir parce que, bon, il a pas dit rien de catastrophique ou encore il a répondu à nos questions. Ça a permis de nous rassurer et que ça part par la suite. Ça devient inquiétant quand ça se maintient dans le temps puis ça affecte notre quotidien sur le long terme. Donc, je pense qu'on ne peut pas éliminer complètement cette anxiété-là. On peut juste, puis c'est pour ça que j'utilise le terme apprivoiser. On peut juste apprendre à mieux s'adapter à ces situations-là. Euh, Tolérer que ça va susciter de l'anxiété, considérer que c'est normal de ressentir cette anxiété-là. Euh, ben voilà, c'est ça. Merci. Et peut-être une dernière question. Euh, Quelqu'un a demandé quels seraient les premiers signes que le stress devient trop lourd, puis pour que je le gère seul, puis que peut-être que je dois consulter avec un Ouais. professionnel. Euh, ben souvent, nous, on va utiliser deux critères pour ça. C'est est-ce que euh, ça m'amène une détresse qui est importante? Puis le deuxième, c'est est-ce que ça affecte mon quotidien? Donc, est-ce que ça affecte ma capacité à travailler? Est-ce que ça affecte ma capacité à avoir des relations agréables avec les autres? Est-ce que ça affecte mes loisirs? Euh, et si la réponse est oui à ces questions-là, ben ça peut être signe là, que euh, une consultation avec un professionnel pourrait être appropriée. Merci beaucoup, docteur Savard, pour vos réponses à nos questions. Je vois qu'il est quasiment 8 heures, donc je vais peut-être passer à quelques diapos pour terminer la session. Je vais Oui, repartager mon écran. Encore une fois, ouais, un énorme merci pour votre présentation, toutes les astuces aussi, les réponses à nos questions à la fin. C'est vraiment très apprécié et j'espère que tout le monde a bien aimé cette session aussi. Je sais que c'est un sujet qu'on parle souvent dans nos groupes de soutien, dans nos appels de soutien par les pairs, donc je pense que ça va être très utile dans le futur pour les membres de notre communauté. Notre prochain webinaire va être le 26 octobre, donc on prend une petite pause durant l'été. Mais le 26 octobre, on va parler de bien vivre avec une stomie, astuces pratiques et soins essentiels avec Isabelle Dionne, infirmière spécialisée en plaies, stomie et continence. Vous pouvez vous inscrire au webinaire à venir sur notre site web dans la section patients, événements à venir ou en balayant le code QR qui est affiché ici à l'écran. Ma collègue Adriana va également envoyer dans le chat des liens directs pour le site web. Aussi, un petit rappel que notre marche annuelle approche à grands pas, donc marcher à nos côtés les 19 et 20 septembre dans plusieurs villes à travers le Canada. Au Québec, on a une marche à Québec, Lévis et à Montréal. Vous pouvez vous inscrire sur le cvcmarche.ca. Après le webinaire, un petit sondage va apparaître automatiquement dans votre navigateur. Merci de prendre quelques minutes pour remplir le sondage et vous allez également recevoir le lien pour le remplir par courriel si jamais vous n'avez pas le temps ce soir. Si vous avez besoin de services adaptés pour répondre à ce sondage ou si vous avez d'autres commentaires ou questions, vous pouvez toujours nous appeler au 1-866-674-8889 ou nous envoyer un courriel à info@cancerdelavessie-canada.org. Un enregistrement de la session va également être disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube dans les semaines à venir. Donc, je vais encore dire un gros merci à Dr. José Savard. On va également envoyer le lien pour ses livres dans le chat si vous êtes intéressé à lire plus. Vous pouvez consulter les liens pour acheter son livre ou ses livres et lire plus sur ce qu'elle parlait aujourd'hui. merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.